que c'est le moment d'y aller. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette conférence de presse habituelle pour nous de présentation du programme de Au bout la mer. Donc bienvenue à toutes et tous. On va faire circuler la parole un peu comme d'habitude. Anne Guillot pour Carwan va bien vous présenter le programme, puis il y aura, chacun pourra intervenir. Juste le petit mot d'accueil pour moi, c'est une édition particulière de Au bout la mer bleu. Pour ceux qui suivent attentivement, Au bout la mer, c'est pas bleu à chaque fois. Carwan en fait une édition par an et justement c'est le 5e anniversaire et on a voulu marquer le coup justement. Et je voudrais vraiment remercier Carwan et dire un petit mot personnel parce qu'en fait on est en fin de mandat. Et si c'est la 5e édition, c'est que ça fait 5 fois et donc 5 ans qu'on a travaillé ensemble sur Au bout la mer. Et donc, comme en ce moment, on fait un peu les bilans, je voulais rappeler à quel point la culture, elle a été importante, nous, en mairie de secteur, en début de mandat, parce qu'il faut se rappeler qu'on était... parce que, bien sûr, c'est une priorité politique dans l'absolu, je veux dire, bon, pour des élus comme nous, mais je voudrais rappeler à quel point on sortait du confinement et à quel point j'ai des souvenirs quand même très forts en tant que maire de secteur, parce que la culture nous avait permis, c'était nos premières actions en direction des gens, des habitants, et on s'est déconfiné avec la culture. Je me souviens toujours les opéras dans la rue et justement les Au bout la mer. Et voilà, je voulais quand même redire un mot là-dessus parce que la culture, elle est très mal menée. Enfin, dans l'actualité ces derniers temps, oui, mais c'est pas d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque du confinement, il y avait ce débat sur est-ce que c'est de première nécessité ou pas. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce que ça avait été très important, nous, dans nos premières actions, de retrouver cette fonction de lien social en fait et de rapport aux gens. Avec des grandes manifestations culturelles de qualité, gratuites, dans l'espace public. Donc je voulais rappeler ce principe de base, dire à quel point donc, on est voilà, contente de ce partenariat qui a été fidèle et renouvelé chaque année. Sur un type de manifestation aussi, je voudrais dire, puisqu'il y a toujours des têtes d'affiche, on va parler de générique vapeur, c'est vrai que ça attire le public, les grandes installations, des grands spectacles, mais je voudrais quand même rappeler du coup aussi que les Au bout la mer, et particulièrement Bleu, ce sont des spectacles de rue, du théâtre de rue, des artistes de cirque souvent aussi, mais pas seulement. C'est aussi, si ça s'appelle Au bout la mer Bleu, c'est qu'il y a une dimension écologique et environnementale revendiquée. Donc il y a toujours un aspect lié à la mer, à l'environnement, avec, je voudrais pointer aussi le côté scientifique d'un certain nombre de conférences qui vous sont proposées, le côté engagé avec la Digue du Large, SOS Méditerranée, et il y a aussi un côté littéraire, voilà, dont on parle pas souvent, mais là, il me tient à cœur, puisque quand on m'a parlé d'Alain Damasio, j'ai dit oui, 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 il faut qu'il vienne. Il y aura des spectacles sur des textes de Chamoiseau aussi. Donc, on a, voilà, je voulais dire que la culture, voilà, c'est aussi un carrefour de rencontres, cet événement, entre différentes disciplines artistiques. Et on en a bien besoin, voilà, en ce moment, avec l'art contemporain aussi. Voilà, il y a plein de carrefours. Voilà, je voudrais aussi qu'on comprenne que Au bout la mer, sur le Bac-Anne-Bière, c'est un espace de rencontre. Voilà, il y a des philosophes dans l'espace public, il y a un marché, il y a différentes disciplines artistiques et scientifiques et littéraires qui se croisent. Et voilà, je voulais le rappeler dans son principe, puisque souvent, c'est pas forcément ce qui passe le plus à l'image, ou peut-être le plus grand public, mais on a toujours tenu à ce qu'il y ait cette dimension. Et là, sur cette édition-là, on a particulièrement travaillé la qualité des textes, des conférences et de la programmation. Donc, je vais laisser Anne Guillot vous présenter tout ça en détail. Et merci à vous. Merci Madame la maire et merci de votre confiance pour ces 5 ans. Bleu, déjà l'affiche, en fait, on parle de la couleur et vous avez bien repéré, en fait, ce sont les 4 affiches précédentes. Et donc c'est Nicolas Floch qui a fait la nuancier des couleurs de la mer et nous n'avons travaillé que sur la couleur bleue, mais si vous avez pu voir l'exposition qui était en plein Covid, il y avait du rouge, il y avait du jaune et cependant c'était la mer.
Donc là, on a rassemblé, et justement, ça me permet d'ouvrir en disant qu'on est cette année sur vraiment le bleu, c'est la couleur de l'année, parce que anniversaire de notre manifestation. Donc 5 ans pour bleu, 10 ans, si je ne me trompe pas, pour Oboula, enfin 10 fois, pas 10 ans, 12. Bon, 12 fois, donc on voit bien le décalage entre les deux. Hein. Oboulamer est indépendant de bleu, mais intègre bleu. Et puis surtout, vous l'avez repéré, une année de la mer qui converge totalement avec les constats et les intentions de bleu. Les constats, c'est de dire qu'on est une planète qui est une planète mère, même si on l'appelle Terre. 71% de la planète c'est la mer, c'est l'océan. L'origine de la vie qui vient de la mer. Et c'est ce que nous célébrons quand on dit que nous célébrons la mer, c'est nous célébrons la vie. Et puis, un constat aussi qui est partagé dans les intentions de l'année de la mer, c'est une mer méconnue. Contrairement au ciel, aux astres, etc., la mer est méconnue. Et c'est ce que nous avions bien identifié dès les premières années, en se disant, bleu va permettre de mieux découvrir la mer sous tous ses angles, ceux que vous avez nommés, littéraires, etc., etc. Alors, dès le début, j'avais une crainte qui s'avère, mais de toute façon, en ce moment, il y a des craintes qui s'avèrent un peu trop. C'est la crainte que le focuser sur la mer, ça génère des appétits féroces. Bon, je ne peux pas ne pas parler parce que c'est important du point de vue environnemental, de la décision quasiment de Donald Trump de ratisser prochainement, en tout cas d'autoriser de ratisser les fonds marins. Là, pour nous, c'est justement la mise en péril de ce patrimoine marin. Et donc ça c'est le contre-pied de Focus, mais justement c'est avec des manifestations comme ça, comme bleu, comme l'année de la mer, et j'appelle de mes voeux un siècle de la mer, une éternité de la mer, une éternité du bleu, pour que cette cause et cette richesse-là soient toujours préservées, étudiées, approfondies. Si je prenais une image, parce qu'en fait l'image de la mer a évolué, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, évolué des dents de la mer, on avait peur de la mer. C'est le premier, ça a été pernicieux, hein, bien sûr. On est passé progressivement, me semble-t-il, ou on est en train de passer progressivement, des dents de la mer à la mer poumon, à la mer ressource. Et c'est ce que nous explorons, et j'espère que ça va continuer dans ce sens, malgré des intentions malveillantes. Donc alors, pour cette édition, donc édition anniversaire, et je renouvelle mon merci de ta confiance, parce que nous avons pu ainsi travailler longuement avec des partenaires, puisque Bleu, oui, la construction de Bleu, c'est le spectacle vivant en cœur de programmation, en cœur de géographie aussi, c'est-à-dire sur la Canebière, mais pour après générer plein de curiosités qui vont trouver leur espace dans des endroits qui sont adéquats, c'est-à-dire la fabulerie, c'est-à-dire l'Opéra de Marseille qui s'ouvre à nous. Donc comment nous avons procédé pour cette année? On a d'abord sollicité tous les partenaires qui nous avaient accompagnés dans les années précédentes. Il y en a plus de 25, il y en a près d'une vingtaine qui ont répondu. Ceux qui n'ont pas répondu, c'était par indisponibilité, plus des nouveaux. Dans les nouveaux, il y a Opéra Mundi qui prendra la parole et qui expliquera quel est son rôle dans Bleu. La Fondation Camargo était partenaire du point de vue de la réflexion, mais là, elle fait une proposition particulière. Et une structure qui n'est pas là parce qu'elle ne peut pas, la librairie La Rêveuse, qui est une librairie qui est sur le boulevard Chave et qui fait partie aussi de Bleu dans la partie littéraire. Et après, on a travaillé sur des points forts. Évidemment, point fort, spectacle, d'abord. Mais après, il y a 3 grands points forts. C'est les spectacles, avec des invités d'honneur, donc Générique Vapeur et Alain Damasio. Devinez qu'il ne pouvait pas être là, mais il sera là le jour J. Les conférences et les rencontres, où il y a vraiment des grandes exigences et des volontés des partenaires de marquer aussi le coup de cet anniversaire, je vais le détailler, et les expositions aussi qui sont très riches.
Donc je vais, comme d'habitude, je n'aime pas trop monopoliser la parole, et parce que je trouve que c'est bien mieux que chacun dise pourquoi ils adhèrent à Bleu, pourquoi ils sont présents dans Bleu, et ce qu'ils font en 5 minutes chacun. Je vais commencer, je laisserai un peu plus de temps à Générique Vapeur. Ah non, c'est de ce côté. Je laisserai plus de temps. Alors Générique Vapeur, bien sûr, c'est la compagnie chérie des Marseillais, c'est compagnie fondatrice de la Cité des Arts de la Rue. Donc pour moi, c'est très important de leur donner la possibilité d'une clôture, je te laisserai dire la clôture, une certaine forme de clôture. Et ça me fait dire d'ailleurs, ça se voit, il y a une couleur très forte de bleu cette année, c'est le transgénérationnel. Là, ça se voit. Et il y a ça. Et puis donc la volonté de donc on a proposé à Générique Vapeur de rejouer Bivouac, qui est une pièce du répertoire très connu qu'ils avaient programmé pour la première fois à Marseille. Je ne vais pas développer ça, vous allez le faire. Mais en proposant aussi à une vingtaine de complices de la Cité des Arts de la Rue de s'adjoindre à eux. Donc, ils sont quelque chose comme 15-20 et il y en aura une trentaine de membres de la Cité des Arts de la Rue. Et quand je dis membres de la Cité des Arts de la Rue, ce sont des artistes, ce sont des techniciens, ce sont des salariés, ce sont les structures qui sont fondatrices, mais aussi des structures nouvelles. C'était voilà, une sorte, puisqu'il s'agit d'une transhumance, c'est un peu une transhumance, symboliquement pour nous en tout cas, d'une transhumance bleue de la Cité des Arts de la Rue menée par Générique vers la mer. Je vous laisse la parole. Ouais, bonjour à tout le monde et merci. Déjà, merci à la mairie de Marseille parce que dans la situation de destruction de la culture un peu partout, j'ai du mal philosophiquement à comprendre pourquoi on en arrive là. La ville de Marseille nous a confirmé son soutien. Alors, on attend un peu les autres partenaires, mais merci, c'est une parenthèse, je ne pouvais pas ne pas la faire. Le premier bivouac, c'était sur la Canebière et c'était un festival qui s'appelait Fosse Aimée. Je me demande si ce n'est pas en 88, juste au moment où on avait créé ce spectacle. Et on a dévalé, on finissait sur une barge au port. C'était un peu les premières grandes répétitions. Pour vous dire, ce qui est formidable dans la proposition d'Anne, c'est que Bivouac, en fait, c'est un hommage à l'espèce humaine, à la vitalité, à la recherche d'un territoire en commun, c'est-à-dire de pouvoir partager. Donc tous les personnages ont, je veux dire, c'est égalité homme-femme. On ne dit pas on voit que c'est une femme mais tout le monde est recouvert d'une argile bleue. Et c'était vraiment la démarche, parce qu'à l'époque commençaient les guerres ethniques. Et nous, avec Pierre Berthelot, donc qui n'est pas là et qui s'excuse, il sera évidemment là la semaine prochaine. Il prépare un festival en Périgord. On voyait venir tous ces problèmes de couleurs. Et on avait dit, nos personnages vont être bleus, comme ça tout le monde est bleu, le ciel est bleu, la mer aussi. Et dans l'utopie d'arriver à vivre en paix quelque part, on va être bleu. Donc on a commencé comme ça. Et puis le bidon, c'est une unité de mesure. À l'époque, on n'était pas très connus, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc le bidon commençait à vraiment apparaître partout. Maintenant, c'est les containers, mais à l'époque, c'était les bidons. Et on en a fait un contenant où on met toute notre poésie, nos idées, des engagements politiques qu'on joue, c'est-à-dire on n'est pas dans le discours seulement, et un animal, c'est-à-dire qu'on fait un troupeau de bidons. Ça commence comme ça, vous verrez. Et donc tout ça, ça donne la matière. Et dernière, enfin pas dernière, parce que je ne veux pas parler trop longtemps non plus, vous verrez les spectacles, j'espère, c'est qu'à l'époque, on attendait la chute du mur de Berlin. Et donc, on a travaillé aussi sur l'idée de mur et cette pyramide qu'on a demandé au directeur technique qui est là et à Basile, à notre équipe et à Anne, de rassembler un certain nombre de bidons pour construire une pyramide. Et cette pyramide, je ne vous dis pas tout, mais disons qu'on essayait de faire tomber les murs. Donc on était vraiment à cette époque-là préoccupés. Et je vous avoue qu'à l'époque, je ne pensais pas qu'on arriverait à continuer, que ce soit de pire en pire, et que maintenant, dans tous les pays, il y a des murs qui s'élèvent à chaque fois qu'il y a un problème. Donc ce spectacle, on a voulu l'arrêter au bout de 10 ans. Et là, les gens nous ont dit, non, pour notre anniversaire des 10 ans, on va le refaire. On a joué partout dans le monde, des fois des endroits incroyables. Et c'est un langage imaginaire, ce qui permet justement de pouvoir, au niveau de l'émotion et de l'énergie de l'humain quand il n'est pas entravé par divers problèmes. Voilà. Je vais passer la parole à Basile. Alors donc Anne, elle a très bien compris le transgénérationnel. Donc Basile va vous dire la suite. Et puis il y a pour
pour ces personnes de la Cité des Arts de la Rue qui représentent chacun une des structures. Enfin, ils représentent eux-mêmes, ils sont là pour eux-mêmes, mais ils sont surtout là pour adhérer à la proposition de Anne Guillot de Carouane. Va y avoir évidemment une formation. Ils ne peuvent pas savoir tout de suite faire les figures, pas se blesser, pas gêner personne. Donc il y a une formation qui va être prise en main par Basile de Barbarin et Bernard Liopis. Et moi, je serai là aussi. Alors, nos spectacles sont musicaux et on fait toujours de la musique live. Voilà. Basile, à toi de jouer. Merci Cathy. Du coup, je m'appelle Basile de Barbarin-Paquet. Et comme le dit Anne, on est la nouvelle génération prêt à transmettre ce spectacle qui a su traverser les époques et dont on est très fiers de le rejouer sur Marseille, voilà, qui est quand même la ville natale de ce spectacle et de Générique Vapeur. Et donc, Générique Vapeur va sûrement arrêter cette année après cette dernière performance à Marseille. Et avec la nouvelle génération, avec mes deux associés, nous avons créé Café Gasoil, qui est à l'origine le nom de ce spectacle. Et donc Café Gasoil est la nouvelle compagnie qui va savoir perdurer ce que Générique Vapeur nous a inculqué toutes ces années. Nous sommes un peu les rejetons de cette compagnie. Voilà. Et on est très fiers de continuer et d'avoir le soutien de nos parents. Voilà. Et malheureusement pas mon fils. Enfin, vous avez compris, on est les rejetons de cette compagnie du spectacle. Voilà. Comme tu as parlé de ça, je veux bien faire tu veux dire un truc sur la technique ? Oui, non, donc il fait allusion, Basile, à une transmission, une transition-transmission. Bon, c'est en train de se faire, voilà. Et je veux quand même rappeler que Pierre Berthelot, avec qui on a créé la compagnie, on a travaillé avec Michel Crespin et avec Anne, avec Carouane, sur la création de ce lieu, la Cité des Arts de la Rue, où j'espère que vous venez de temps en temps, je ne sais pas. Voilà. Et donc, c'est quand même le mouvement des arts de la rue, c'est quand même une ouverture sur les publics, les populations, tous les métiers. C'était vraiment le choix des années 70 de ne pas rester. Nous, on dit qu'on est cette jeune génération est super. On est artistes artisans, c'est-à-dire on touche la matière. On est Et moi, j'adore le théâtre. Je fais pas de comment on appelle ça, de concurrence l'un et l'autre. Voilà, tout ça, c'est un tout. Il y a une diversité artistique. Bas, tu veux finaliser pour la formation ? Si vous voulez venir le faire aussi. Donc demain, on va commencer les premières répétitions pour former ces 20 nouveaux volontaires, plus l'équipe générique qui ont envie de se dérouiller un petit peu. Donc il y a une vingtaine de bidons, des chaussures de sécurité et des gants pour pouvoir exercer. On va faire 2 ou 3 heures demain et on va refaire 2 ou 3 heures la veille du spectacle. Voilà. Une générale en musique, avec le camion, en condition. Sur toute la Canebière, oui, ça c'est... Non, ça c'est pour le 18. Mais on parlait d'une générale à la Cité des Arts de la Rue, la veille. Et donc le lendemain, ce sera la déambulation sur toute la Canebière. Et on est très content de pouvoir faire ça dans un espace public tel que celui-là, et ça serait bien que ça continue. Voilà. Merci. Alors, dans les autres grands moments, temps forts, anniversaires, donc une création un petit peu surprenante, donc il faut que je vous raconte l'histoire avec Alain Damasio. Alors, comment les arts de la rue croisent Alain Damasio ? Ça, c'est assez facile parce que vous connaissez combien cet auteur philosophe cherche des formes nouvelles de rencontre du public et de mettre la littérature en situation. Carouane, en fait, nous sommes spécialisés dans cette recherche de la littérature dans l'espace public. Quand je dis spécialisé, nous avons fait Cadavreski métropolitain sur Aix-Marseille-Provence Métropole, à Nantes aussi. Nous avons travaillé avec l'Épide aussi sur vraiment la présence de la littérature dans l'espace public, en réfléchissant à ce que ça veut dire. L'an dernier, nous avons signé une grande aventure loufoque et passionnante où nous avons créé un monstre, le monstre du Lockbert, pour que ça devienne un polar qui était diffusé dans la presse, écrit par des scolaires.
Donc la littérature dans l'espace public est une constante de Carwan. Je suis de formation littéraire et amoureuse de littérature, ça c'est clair, donc j'impulse ça aussi. Et en fait, on recherche, et on la recherche depuis Bleu, en fait, depuis le début de Bleu, puisque la première fois, ça aussi c'est un cycle, la première année, vous vous souvenez, il y avait Théo Sanson, le funambule, qui a traversé et qui lui-même avait écrit un texte, et en même temps qu'il parlait, enfin qu'il marchait, il parlait, il disait son texte. Et depuis ce moment-là, nous cherchons avec Théo et avec l'équipe de Carwan ce que l'on nomme de façon, on nomme théâtre funambule. Et il se trouve que j'ai fait un stage chez Alain Damasio à l'école des vivants, que vous connaissez donc certainement, dont vous connaissez l'existence à la Sisteron. Et je lui ai parlé de ça, et j'ai provoqué la rencontre entre Alain et Théo, et ça a matché très très fort. Et donc Alain a écrit avec Théo un texte qui est spécifiquement écrit pour un funambule qui marche, donc pour entrer dans cette mise en situation littéraire du théâtre funambule. Et quel bonheur pour nous. Et puis le texte est très beau. Alors le texte est très beau. Qu'est-ce que c'est que le texte? En fait, c'est une traversée de l'humanité en 45 minutes et qui va de nœud en nœud, d'épreuve en épreuve, aller jusqu'au questionnement de la transhumanité dans laquelle nous sommes actuellement. Et ce texte, on a le plaisir de l'éditer. Très courte, très petite édition, 500 exemplaires qui seront édités sous forme de leporello. Qu'est-ce que c'est qu'un leporello? Vous allez chercher parce que c'est trop bien de savoir. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est une forme d'édition, vous chercherez. Une forme d'édition particulière. Et donc, sous forme de leporello, nous allons pouvoir éditer et vendre ce texte. Et donc, la situation, c'est quoi? C'est Théo est sur son fil et il va dire ce texte avec... Au début, c'est parce qu'il y a eu une première édition à Collioure, parce que nous portons une manifestation qui s'appelle Pignon-sur-Mer. Et c'était Alain Damasio qui faisait le rôle de Évolution. Alain a souhaité passer son rôle, parce qu'il n'est pas comédien quand même, et puis sa présence est difficile à avoir, à Marie Daguerre, qui est là et à qui je vais passer la parole. Et donc c'est un funambule théâtre entre Théo, qui est sur le texte d'Alain Damasio, entre Théo et Marie sur cette traversée de l'humanité. Je te passe la parole, Marie. Eh bien, bonjour. Est-ce qu'il marche? Ouais. Ok, je le mets sur mon menton. Eh bien oui, j'ai la joie de jouer cette évolution. Et donc pour la conférence, Anne m'a demandé de vous dévoiler un premier extrait du texte. C'est une première pour moi aussi. Tout part du feu, du pétrole, du charbon, de l'énergie enfin offerte à foison. L'humanité excave, exploite, extrait les métaux rares et les minerais. Elle pille les forêts, la montagne et l'océan, s'accapare toutes les terres, les biotopes, les rivières. Elle siphonne l'animal et le végétal. Rien n'est trop beau pour elle. Rien ne doit échapper à son emprise vitale et mortelle. Tu vois les aliments bouillir, le lait stérilisé, les confitures, la cuisson qui conserve, le ciment naître de la chaux torréfiée, l'asphalte qui coule, les routes, le fer et l'acier des machines, les voitures, les avions, les fusées, les missiles. Voici le réacteur nucléaire, la fusion, la fission, la nuit tuée par la lumière invincible. Voici la vitre, le verre, la résine, le plastique, le béton, le caoutchouc des pneus et la mousse des matelas. Le silice, le tissu, la sciure, les alliages, les alliances contre nature. Voici le shampoing, la gélatine, les colorants, la viande hachée, le polycarbonate, la potasse et le réglisse, le doliprane, la colle, le mastic, la bricole, les vis. Voici l'émail des éviers, la fausse pierre, le faux marbre, le carrelage qui mime le bois lisse,
la neige artificielle, les pluies acides, la fibre de carbone, les fils de cuivre et bientôt devant toi, avance encore, les cartes mères, les puces électroniques, les processeurs, le silicium, les supercalculateurs qui se miniaturisent, les ordinateurs personnels, le numérique qui déferle. Merci beaucoup. Donc voilà un des nœuds que traversera notre funambule. Je sais pas, c'est même pas la peine de dire quel est l'exercice d'avoir ça en mémoire, que ce n'est qu'une partie. Hein. Donc, Petit homme. Ensuite, un autre spectacle qui nous tient à cœur aussi, c'est une jungle de la compagnie K.O. Donc, vous faisiez allusion, effectivement, une jungle est à partir d'un texte de Patrick Chamoiseau. Et c'est la compagnie K.O. En fait, je ne sais pas le dire autrement que pour moi, c'est l'illustration de SOS Méditerranée. C'est ce que je vous avais dit de suite. Et vous me direz si vous vous retrouvez, mais c'est une danse sur l'exil très poignante à partir de ce texte dit par une des grandes voix des arts de la rue, à savoir Garniouz. Et le texte, c'est la déclaration des poètes, frères migrants, déclaration des poètes de Patrick Chamoiseau. Voilà pour les spectacles. Pour les conférences et les rencontres, je vais laisser la parole tout d'abord à Opéra Mundi et à Victor David, puisque nous sommes allés vers eux pour parler de l'aspect juridique de la mer Méditerranée. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Cécile Arnold de l'association Opéra Mundi. Donc, notre association que j'ai fondée avec Éric Giraud fête cette année ses 10 ans. 10 ans au cours desquels nous n'avons eu de cesse en fait de travailler à la circulation des idées et peut-être à valoriser la transdisciplinarité et peut-être la porosité pour casser ces frontières dont il était question tout à l'heure, des frontières entre les disciplines, mais aussi entre les savoirs, et aussi pour essayer de rassembler des publics les plus divers et les plus larges possibles à la rencontre justement de ces penseurs, de ces artistes qui s'emparent aujourd'hui, enfin depuis 2015 en tout cas, on ressent vraiment comment dire, avec Alain Damasio notamment, mais avec beaucoup d'autres, cette question de l'environnement, de la protection des espèces et des menaces en fait, qui pèsent sur nos mondes, et pas sur notre monde, mais sur tous ces mondes, est vraiment au cœur de beaucoup de préoccupations et devient, je pense, même si c'est très menacé par tout ce que l'on sait de ce qui se passe actuellement autour de nous et même chez nous, par une forme de réaction. Voilà. Bon. En tout cas, on est très content et on remercie immensément Bleu de nous avoir sollicité pour cette conférence qui est aussi organisée en partenariat avec l'Institut de recherche et développement, l'IRD, avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années en partenariat pour valoriser aussi le travail de recherche de ces chercheurs qui travaillent parfois sur des marges ou au cœur en tout cas des préoccupations d'aujourd'hui. On propose donc une conférence à la Fabulerie, dans laquelle nous sommes installés. D'ailleurs, nous avons nos locaux sur place, mais qui est un partenaire depuis plusieurs années de nos conférences. Donc ça sera une conférence suivie de ce qu'on appelle un apéro mundi, c'est-à-dire d'une conversation où on offre un verre. Donc je ne suis pas sûre qu'on boive du vin à ce moment-là, mais peut-être, oui, on boira un petit coup de blanc bien frais. Et pour lancer les débats qui sont, en fait, on replie toutes les chaises. Donc ça sera sous la grande verrière de la Fabulerie. On replie les chaises et on se retrouve à boire un verre, discuter un petit peu tous ensemble, se rencontrer et lancer les débats debout, parce que
discuter assis, c'est pas drôle, c'est souvent contre-productif, surtout dans ce type de manifestation. Et on aura aussi l'honneur d'accueillir SOS Méditerranée qui viendra prendre la parole lors de cet apéro mundi pour pouvoir discuter avec les publics présents. Mais je vais laisser la parole à Victor David. Tu es juriste, chercheur, spécialiste de la Méditerranée. Je te laisse la parole pour présenter le sujet de la conférence. Voilà. Merci beaucoup Cécile, bonjour à tous. Merci Madame la maire de nous accueillir ici. Je suis très heureux d'être donc le contributeur de l'IRD à ce Festival Bleu et sa 5e édition, en cette année de la mer, pour parler effectivement de la mer Méditerranée. Alors moi je suis chercheur en droit de l'environnement à l'IRD et depuis plusieurs années j'étudie une nouvelle façon de penser le droit qui est un petit peu en rupture avec une lecture orthodoxe et classique et romaine du droit. Et j'ai eu la chance, ou la folie, il y a quelques années, en 2017 exactement, à l'occasion de la première conférence des Nations Unies sur la mer, en 2017, de me dire, puisqu'on travaille sur les droits de la nature, pourquoi ne pas reconnaître l'océan Pacifique comme sujet de droit ? Donc j'ai commencé par ça, et les pérégrinations de la vie ont fait que je suis arrivé à Marseille il y a 2 ans maintenant. Mais déjà avant, donc, j'avais commencé à me dire pourquoi pas la Méditerranée ? Pourquoi pas la Méditerranée ? Et donc quel est l'intérêt de cette réflexion, de ce travail de recherche, qui est surtout d'abord, en ce qui me concerne, un travail de recherche, c'est de dire que c'est quoi la mer Méditerranée ? Et en fait, quand on le regarde sous l'angle du droit, c'est de se rendre compte que la mer Méditerranée en tant que telle n'existe pas. Il y a 21 territoires maritimes qui appartiennent chacun aux 21 pays côtiers. Et donc, comment protéger la mer Méditerranée de manière efficace s'il y en a cet émiettement, cette fragmentation ? Et finalement, c'est aussi, quelque part, spirituellement, j'allais dire, une destruction de la mer Méditerranée. C'est une unité de la mer Méditerranée, et il faut rendre cette unité-là. Et cette unité peut être rendue, je le pense, par mes travaux de recherche, par la reconnaissance de la mer Méditerranée comme une entité naturelle juridique, et pas 21 territoires qui appartiennent finalement. On tombe dans le droit de la propriété, de la souveraineté des États. Donc, vous voyez que c'est évidemment, je dirais que c'est la mer à boire, hein, donc il ne faut pas se tromper. C'est pas un sujet facile. Je ne suis pas artiste de cirque, mais souvent j'ai l'impression d'être sur la corde raide quand même en travaillant sur ce projet, qui, je l'avoue, n'est pas beaucoup soutenu non plus, parce que quand on présente des projets de recherche sur ce genre de choses, ben, les chercheurs orthodoxes, ils n'y trouvent aucun intérêt. Et donc on n'a pas de financement, c'est aussi bête que ça, quoi. Donc c'est aussi, je suis donc très heureux en tout cas de passer le message, parce qu'effectivement ça ne peut pas être porté par une personne évidemment, ni par un institut. Ce genre de projet qui concerne la Méditerranée tout entière en fait. Il faut aller donc frapper aux portes des pays côtiers, et il y en a beaucoup en guerre, donc ça va être compliqué. Mais il faut partir de la France, de cette Méditerranée française, et puis je pense qu'on peut, avec Marseille, capitale de la mer, on peut en tout cas semer les germes. Ce sera une future génération qui verra effectivement peut-être la mer Méditerranée reconnue comme entité juridique. Voilà, c'est tout ça dont je vous parlerai encore plus en détail 18. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans les autres conférences, un partenaire de longue date, depuis le début, c'est le musée d'histoire de Marseille. Et je vais lui laisser la parole, mais en fait, grosso modo, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour les 5 ans ? La digue. la digue sous la forme de l'histoire, et évidemment de l'actualité aussi, sur Rendez-nous la digue. Je commence par l'histoire. Donc, je lui apporte le micro.
Alors, bonjour à tous. Oui, donc le musée d'histoire, en effet, oui, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble. Sur cet événement bleu, en général, on propose plutôt des visites thématiques en lien, en fait, avec la mer. Bon, nous, évidemment, musée d'histoire de Marseille, le parcours permanent des collections, le fil rouge maritime et portuaire est évident, les échanges avec tout le bassin méditerranéen. Mais cette année, on a décidé de proposer plutôt un temps de rencontre à l'auditorium du musée d'histoire de Marseille et autour de cet en effet ouvrage d'art assez emblématique pour les Marseillais. Je pense qu'il fascine tant les Marseillais qui se trouve être donc la digue du Large. Il me semble que l'année dernière, vous étiez déjà intervenu dans le cadre d'Aubou-la-Mer, donc le collectif Rendez la digue. Mais cette année, on a souhaité aussi proposer à Thierry Durousseau, historien de l'architecture, d'intervenir sur l'aspect patrimonial et historique de cette digue du Large, qui a été conçue au même moment que l'évolution en fait, des bassins de Marseille, puisqu'à partir de la deuxième moitié du 19e, vous savez que le 19e est le siècle phare de Marseille. Les échanges commerciaux se développent et Marseille se développe aussi de façon conséquente à ce moment-là. Et donc on construit les bassins portuaires à partir de la Joliette jusqu'à la première moitié du XXe siècle où on termine par les Stacks. Et la digue du Large va s'étaler en fait bientôt sur 7 km de long de 1844 à 1929. Et ça nous semblait important d'insister sur la valeur patrimoniale de cette digue, sur le fait aussi qu'il y a des ouvrages de Gaston Castel, donc d'architectes renommés, qui se trouvent sur cette digue du Large aussi. Voilà, et donc une rétrospective un peu historique pour aborder cette histoire au long cours donc, de cet ouvrage d'art. Et l'idée aussi, c'est de céder la place ensuite, plutôt dans un aspect donc pour aborder, on va dire, les perspectives de la digue. Enfin, on espère tous pouvoir profiter pleinement de cette digue, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que donc on vous a invité à participer. Donc je cède la parole à Pierre-Yves Graff qui sera présent au moment de cette rencontre. Voilà. Donc en fait, nous, on est très intéressés pour participer à ce moment, qui aura lieu à 11h le dimanche au musée d'Histoire. Donc on vous attend très nombreux. Nous, on est intéressés parce qu'on est parti plutôt sur une envie d'usage. On s'est dit, il y a un espace qui est grandiose et qui est inaccessible à tous. Donc on a fait avec pas mal d'associations, dont les Libres Nageurs, mais beaucoup d'autres, une sorte de manifeste où on demande en fait aux grands ports autonomes de rendre l'accès à la digue pour tous, tout le temps, toute l'année et sur toute la longueur. Donc c'est une dimension qui semble un peu utopique, mais qui en même temps est d'une simplicité biblique, c'est-à-dire qu'en fait on a tous un besoin d'accéder au bord de l'eau. Donc ça questionne aussi tout notre rapport à l'eau et donc évidemment à la mer, et ça questionne aussi le rapport ville-port. Donc on est très intéressé par la dimension patrimoniale. On veut effectivement que ce joyau soit conservé, mais ça se conserve aussi en développant les usages. Et on pense qu'il est possible de mêler un usage portuaire qu'il faut maintenir. On n'est pas du tout dans une optique d'opposition au port et au portuaire, au contraire, mais qu'on pourrait très bien les mêler à des usages qui ont existé dans le passé. La digue a été créée dès le départ avec une optique de promenade pour le grand public. Il y avait dans cet esprit un esprit de compensation, c'est-à-dire qu'une partie du bord de mer marseillais se fermait aux habitants pour le développement portuaire, mais la contrepartie, c'est que l'accès à la digue était ouvert à tous. Et en fait, nous, on demande vraiment cette réouverture et on questionne sur de futurs usages possibles. Donc on va pouvoir dialoguer avec Thierry Durousseau, donc, qui est architecte urbaniste, historien, très amoureux du patrimoine. On va pouvoir discuter à la fois du passé et d'un futur possible,
qu'on espère plus du tout utopique. Une autre conférence, la personne est là, c'est moi qui vais en parler. C'est donc Alain Damasio, vous le connaissez comme auteur, vous le connaissez comme philosophe, quelqu'un qu'on entend beaucoup à la radio. Il n'aime pas qu'on parle de lui comme un philosophe, hein, cependant, je devrais faire attention. Mais il est aussi donc le créateur ou le co-créateur de l'École des Vivants. Et c'est ainsi qu'il nous a mis en contact avec Benjamin Allegrini. Benjamin Allegrini est donc un cofondateur de l'École des Vivants et c'est un naturaliste. Un naturaliste donc spécialisé particulièrement sur les oiseaux. J'ai pu, à l'École des Vivants, assister un jour où il nous faisait écouter et j'ai découvert la patience et l'attention qu'il fallait pour rentrer dans ce monde d'écoute. Et en fait, c'est totalement décrit dans ce livre, donc qui vraiment vient tout juste de paraître. Donc on a cette chance de l'actualité. Dans ce livre donc, qui parle, signé par Benjamin Allegrini, qui parle de la question de qu'est-ce que c'est qu'un naturaliste. Il rentre vraiment dans le plaisir de découvrir, de chercher, de se lever de sous-heure à 3h du matin, 4h du matin pour aller découvrir l'animal que l'on pressent ou celui que l'on n'attend pas et qui va survenir et qui est encore plus béni quand il survient. Mais aussi une technique, c'est un scientifique, une technique qui est l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est en fait, le principe, c'est de prélever des molécules, simplement ça part de prélèvement d'eau, et ainsi d'avoir accès à des écosystèmes en fait d'organismes. Donc c'est totalement complémentaire entre l'observation telle que pratiquée par les naturalistes classiques, et puis cette façon qui est totalement moderne. Alors le rapport avec Bleu, il est assez clair déjà sur le fond, sur le côté naturaliste, mais par ailleurs, cette technique de l'ADN environnemental est utilisée pour faire une étude de la mer depuis Menton, de Banyuls à Menton. Donc ce prélèvement, de savoir ce que dit le livre, je me régale à le lire, hein, ce que dit ce livre, c'est justement, c'est-à-dire qu'on cherche éventuellement une espèce et on découvre un écosystème. Et des choses qui sont, c'est pour ça que le sous-titre, c'est quand l'invisible laisse des traces. Et que par ailleurs, cette possibilité peut s'exercer aussi dans le passé. Le lien avec Alain Damasio, c'est que ce livre est construit en 2 temps. La première chose, le premier moment, c'est la description, de définition de ce que c'est que l'ADN environnemental et son adhésion et sa découverte et combien c'est complémentaire, ce que je viens de développer. Et la seconde partie, c'est ses réserves à l'égard de l'ADN environnemental. Ces réserves parce que la technologie dénonce, et c'est là où ils retrouvent, on voit bien qu'ils sont proches, ils dénoncent, comme le fait Alain Damasio, la capture par les technologies de notre attention. Vous connaissez le propos d'Alain Damasio sur le technococon. C'est-à-dire que oui, on pense être démultiplié, avoir des pouvoirs, il fait toujours la différence entre pouvoir et puissance, et en fait on est complètement captif et on n'est plus disponible à l'autre. Et donc au milieu de ce livre, il y a une nouvelle expressément écrite par Alain Damasio pour ce livre, qu'il a appelé Volte-face, qui connaît le vocabulaire. Damasio reconnaît ses choix de vocabulaire, qui s'appelle Immeuble Zéro, et qui est une dénonciation par la science-fiction, c'est une œuvre de science-fiction, la dénonciation des dangers de technologies qui peuvent être, si elles sont utilisées à des fins noires, enfin, à des fins sombres. Donc on a la chance d'avoir 9h30 du matin, parce qu'on ne pouvait plus étendre vers la fin de la journée, donc on a étendu au matin. 9h30 du matin dans le foyer de l'Opéra de Marseille, et très content d'avoir ce lieu qui est très, très beau et calme. On commence par la lecture par Alain Damasio de cette nouvelle Immeuble Zéro, accompagné par un musicien que nous sommes très heureux d'accueillir, qui s'appelle donc Gaspard Klaus. En plus, il est bagnoulin. Bagnoulin, ça veut dire de Bagnoul-sur-Mer, donc dans les Pyrénées-Orientales.
Gaspard Klaus est un très grand violoncelliste qui a joué avec Ron, que l'on voit dans plein de scènes. Et donc tous les deux, Alain va lire et Gaspard Klaus l'accompagner. Et puis après, il y aura une discussion entre Alain Damasio et Benjamin Allegrini. Donc 200 places, si vous voulez y participer, surtout n'hésitez pas à réserver ou à nous le faire savoir parce que ça ne sera pas extensible. Voilà pour les conférences. Je passe plus rapidement aux expositions. Et donc en exposition, nous avons des expositions d'art plastique, effectivement, et des expositions scientifiques. Je donne la parole à Julie pour parler de Regnum Marine de Lara Tabé. Et viens avec nous, s'il te plaît. Merci. Bonjour, Julie Chénaud, je dirige la Fondation Camargo, qui est un lieu de résidence pour artistes, chercheurs et penseurs à Cassis. On est juste à l'entrée du port de Cassis. Ça a été un lieu qui a été construit par un artiste sur la question de l'expérimentation, de la pensée, de la recherche, des croisements de disciplines, face au paysage qui est la mer, le Cap Canaille, qui est maintenant le parc national des Calanques. Et donc c'était pour moi qui ai pris la direction il y a 11 ans une évidence de travailler sur ce lien au paysage et ce qu'il nous renvoie aujourd'hui. Forcément. La mer en fait partie. Nicolas était un des résidents, on a travaillé avec lui sur une commande. Et on continue à travailler avec lui. Et une des artistes qu'on a pour l'instant en résidence, avec qui on travaille depuis 1 an et demi, est une artiste libanaise, Lara Tabé, qui a une double formation de médecin biologiste et d'artiste art visuel et qui travaille beaucoup sur les micro-organismes. Et là, le travail, elle est nous en résidence pendant 1 an avec nous pour travailler sur les transformations portuaires du port de La Ciotat, d'une perspective depuis le parc national des Calanques, depuis la mer, et sur les évolutions. Et donc là, le travail qu'elle va présenter pendant Bleu, c'est un travail précédent qu'elle a fait sur la goélette Tara. Et donc, elle a fait tout un travail de procédé, de travailler sur des collectes qu'elle a fait avec les équipes scientifiques de Tara, de différents échantillons de la mer dans différents endroits, et notamment sur un parcours, une résidence d'1 mois qu'elle a fait entre le Sénégal et le Portugal, et après sur lequel elle travaille sur un procédé un peu de photo, on va dire, mais c'est une technique assez avec du sel, où elle crée un peu des ADN de différents endroits de la mer. Et puis elle présentera aussi un tout petit peu le travail qu'elle est en train de faire, même si c'est encore en cours, à La Ciotat. Et elle sera présente, là aujourd'hui elle ne pouvait pas venir, mais elle sera présente le 18, bien sûr, pour expliquer. À la Fabulerie. À la Fabulerie, donc avec une exposition et la présence de l'artiste pour commenter l'exposition. Merci beaucoup. Donc après, il y a notre exposition, nous sommes très contentes, mais le MUCEM n'est pas là, si bien que les MUCEM aient toujours été partenaires de Bleu. Donc l'artiste qui est invité au MUCEM actuellement, vous la voyez, qui trône comme une goélette géante sur le fort Saint-Jean, c'est-à-dire cette sirène, pas goélette, mais girouette. Cette sirène girouette. Donc Laure Prouveau qui est très présente à Marseille, puisqu'elle est à la fois à la Vieille Charité, au MUCEM et au Musée d'Art Contemporain prochainement. Et donc là, le MUCEM nous invite notre public à une visite commentée par la commissaire d'expo de cette trilogie, au MUCEM même. Du côté scientifique, il y a des expositions et puis il y a toutes les sensibilisations que nous adorons accueillir sur Bleu, c'est au bas de la Canebière. Et donc là, j'ai nommé le laboratoire mobile et les sciences tours des petits débrouillards et la calanque mobile du parc national des Calanques. Mais je crois que ni l'un ni l'autre ne sont là. Donc merci à eux, en revanche, d'être parmi nous.
Après, il y a les autres éléments. Là, j'ai développé les 3 points forts, c'est-à-dire, je rappelle, les spectacles, les conférences, les expositions. Il y a aussi des ateliers et découvertes. On est très content d'avoir le retour du Ballet National de Marseille avec un atelier de danse participative où je gage que nous allons voir Madame la maire danser comme nous l'avons déjà vu la première année. Sur le final chorégraphique de Room with the View. C'est un peu ce que le message est bien passé. Je ne sais pas d'ailleurs sur la photo que vous n'y êtes pas, mais bon, on va pas faire jouer à ça non plus. Ah oui, quelque chose de bien. Enfin, ça c'est une. Cette histoire, cet anniversaire, nos partenaires, ça c'est un vrai plaisir. On essaie de faire le petit pas de côté qui fait anniversaire. Et donc l'Institut Pythéas n'avait pas envie de faire encore une fois une conférence scientifique, des choses comme ça. Et il va travailler donc avec Christian Key. Donc Christian Key, ce chef culinaire spécialisé sur le poisson. Et donc le titre, c'est « À quand la prochaine bouillabaisse ?» Et notre public est invité à venir rencontrer les chercheurs, partir avec eux sur les étals du marché de poissons, et aller à la recherche, aux commentaires des poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger, parce on reste très classique dans nos choix de consommation des poissons. Et une façon de protéger la biodiversité, c'est bien sûr de diversifier. Donc, apprendre à connaître les différents poissons pour après assister à la façon dont Christian Key fait sa bouillabaisse et la déguster, en la payant bien sûr, donc, sur la canebière. Donc à quand la dernière bouillabaisse. On va retrouver aussi le fret à la voile avec bourlingue et pacotille. Et puis un stand de SOS Méditerranée. Je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci. Donc oui, comme chaque année, on sera présent au bas de la Canebière avec un stand de SOS Méditerranée et des bénévoles actifs qui seront là pour présenter les actions de l'association au grand public. Et puis, c'est vrai qu'habituellement, on a été aussi présent au Jardin des Vestiges pour des lectures. Ce ne sera pas possible cette année, mais on aura un autre partenariat qui a été évoqué donc, avec vous et on interviendra en fin d'après-midi pour l'apéro Mundi, puisqu'effectivement, la mer Méditerranée, vous disiez fractionnée, segmentée, c'est aussi notre sujet, puisqu'elle ça fait barrage à beaucoup de personnes qui voudraient la traverser et que SOS Méditerranée recueille à bord de l'Ocean Viking que vous connaissez certainement. Voilà, donc effectivement, il y a un parallèle à faire avec votre sujet, vous sur le côté écologique et nous sur le côté humain, mais les deux sont totalement liés. Et puis il y a aussi le sujet des migrations climatiques, voilà, dont on parle beaucoup maintenant. Voilà, donc on se retrouvera ce dimanche après-midi. Merci. Merci, je continue. Donc, il y aura cette année encore, et tant mieux, la possibilité de naviguer. Donc, grâce à Marseille, capitale de la mer, et ces bateaux, qui sont des bénévoles qui se mettent à sa disposition, soit en barquette, soit en voile, soit toute forme de bateau. Et donc, on pourra prendre la mer et il suffira de réserver. Et puis après, toute la partie vitrine citoyenne, donc le marché des producteurs, le marché des disquaires, les jeux pour enfants et aussi cette fois-ci la roue de la philosophie qui sera présente donc sur ce bleu. Avant de te passer la parole, Agnès, je vais demander, et ils vont pas être contents, à l'équipe de Carouane de me retrouver. J'ai bien dit ça. Les 4. Parce qu'en fait, on est tous là. On n'est pas si nombreux. On est tous là, ouais. Les Carouanes. Tous les Carouanes sont là. Tout Carouane est là. Et je vais vous les présenter parce que nous sommes une petite équipe. Nous sommes une petite équipe. Et, si on parle administrativement, 3 équivalents temps plein. Et je présente donc Patrice Farino, l'administrateur de Carouane, avec qui je travaille depuis le tout début. Lisa
Studer, qui est la coordinatrice de projet. Enfin, elle fait on est une petite équipe, donc les casquettes changent selon les projets, mais coordinatrice de projet et chargée de la communication. Et Léna, qui est chargée de production sur les grands projets de Carouane, dont Bleu. Et cette année, donc, nous travaillons avec une structure qui s'est autonomisée par rapport à lieu public auparavant, mais je vais peut-être t'en laisser en parler. Donc, avec David Mossé, qui a la structure Invisu, De Visu, excuse-moi, De Visu, à qui nous confions la direction technique. Voilà, c'est avec eux que nous faisons Tout Bleu. Et je les remercie, et Tout Bleu, plus tout ce que l'on fait à Carouane, et je les remercie grandement. Je te passe la parole. Juste pour conclure, moi aussi je vous remercie. Je vous remercie parce que ce que vous nous offrez depuis 5 ans est précieux. Et quand je dis nous offrez, c'est à nous les élus, mais à la population et à tout le monde. Ce sont des événements qui ne sont pas des événements éphémères et qui ne sont pas des journées qui ont un début et une fin. Ce sont des événements importants qui marquent un territoire. Ce qu'on fait avec Au bout la mer a changé la Canebière. Et quand je dis la Canebière, ce n'est pas simplement l'artère, c'est aussi Noailles, Belzun, c'est les quartiers autour. Ce qui se passe pendant cette journée où entre 12 000 et 15 000 personnes viennent, c'est que des ponts se créent. Des ponts se créent entre la terre et la mer, le ciel au-dessus, mais aussi des ponts se créent entre les spectateurs qui viennent pour écouter une conférence scientifique, ceux qui viennent pour écouter une conférence littéraire, des événements auxquels on est habitué quand on fréquente la culture à Marseille, et puis aussi tous les autres qui passent, qui s'arrêtent, qui voient qu'il va y avoir quelque chose, qui restent et qui découvrent. Qu'on leur offre la qualité de ce que vous proposez est merveilleux, en fait. C'est tout simplement merveilleux. C'est-à-dire que ce qui se passe, quand les yeux se lèvent, ou quand les têtes se tournent vers les acteurs qui vont défiler sur la Canebière, c'est absolument magique et ça marque. Je suis certaine que ça change le territoire profondément. Je suis certaine que l'art en espace public change la vie et est nécessaire. Et je suis certaine que c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre les ombres menaçantes qui planent tout autour de nous, nationalement et internationalement, ces dernières années. Donc merci à vous tous, merci aux artistes, merci à tous les opérateurs culturels, on a besoin de vous. Et je suis très heureuse que la ville continue ses financements. Et j'espère qu'on arrivera à ce que tous les continuent et qu'on arrivera à garder des républicains, si possible de gauche, ce serait mieux, mais dans nos diverses collectivités. Merci à vous. Et bon bleu.